Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence des Mardis de la Science. Une fois n'est pas coutume, nous faisons ça de notre salon. Donc aujourd'hui, on va avoir une conférence des Mardis de la Science de Bourges avec Chélie Massy et Sébastien Machin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons avoir une présentation de Sébastien qui va nous dire qui est Chélie Massy et pourquoi est-ce qu'il nous a demandé de faire cette conférence des Mardis de la Science. Merci Marie-Laure. Oui, donc c'est une conférence, c'est une première que l'on va faire au sein du muséum en lien avec Centre Sciences. On est ravis, dans le cadre de l'exposition des As de la Jungle, d'accueillir Chélie Massy, italienne, primatologue, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et au Musée de l'Homme, et qui est spécialiste des gorilles de l'Ouest. On est ravis de vous accueillir. Bon, pas en vrai, mais on est ravis de vous accueillir et de vous donner la parole pour cette conférence qui, je pense, va intéresser énormément notre public. Je vous laisse la parole. Chélie, à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout pour m'avoir invité à partager avec vous mes recherches sur les gorilles. Je suis très heureuse de ça. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de nos cousins, les gorilles de l'Ouest. Et j'avais prévu de me présenter aussi. Je suis italienne, mais je travaille en France depuis 2008. Je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je suis basée au Musée de l'Homme. Pourquoi je vous parle des gorilles de l'Ouest? Parce que j'ai passé plusieurs années en Afrique centrale à les observer. Comme vous pouvez voir à partir des photos, vous pouvez voir que je les observe de façon très près. On a la grande chance de pouvoir observer tous les jours les mêmes familles de gorilles qui sont aujourd'hui habituées à notre présence. Les acteurs masqués de mes recherches sont les Pygméacres, qui sont le peuple de la forêt, qui en République centrafricaine maintient leur tradition, comme vous pouvez voir, et donc ils sont capables de retrouver les traces des gorilles chaque jour et de nous permettre de suivre toujours la même famille. C'est grâce à eux que j'ai aussi appris la langue locale, le sango, pour pouvoir parler et communiquer avec eux parce qu'ils ne parlent pas français, ni anglais, ni bien sûr l'italien. Donc, j'ai dû apprendre une langue pour pouvoir parler avec eux. Mon site de recherche principal, c'est dans les bassins du Congo, en Afrique centrale, dans le parc national des Zangandoki, qui c'est patrimoine mondial de l'UNESCO et qui fait partie d'un complexe des aires protégées qui sont à cheval de trois pays en République centrafricaine, où c'est mon site principal de recherche, mais aussi en République du Congo, où j'ai eu l'opportunité d'étudier quelques groupes de gorilles aussi, et un parc national qui est aussi au Cameroun, où il y a aussi les gorilles de l'Ouest. Et ces trois parcs nationaux sont uniques parce qu'ils sont un grand couloir vert pour la conservation des gorilles et des éléphants. Ce site, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il est riche en biodiversité, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de petits animaux, mais aussi des grands mammifères charismatiques comme le buffle de forêt, les citatungas, les chimpanzés et plusieurs espèces de primates. Et plusieurs espèces de serpents. Vous pouvez imaginer tous les serpents que vous connaissez, les cobras, les mambas, la vipère du Gabon, mais aussi les éléphants de forêt. Les éléphants de forêt sont le danger numéro 1 de cette forêt parce qu'ils sont très abondants, beaucoup plus abondants que les gorilles et les chimpanzés, et on peut les rencontrer de façon très près. Et souvent, ils peuvent nous charger parce qu'ils ont eu des expériences négatives avec le braconnage. Donc, il peut être très agressif vers nous. On peut aussi rencontrer des buffles de forêt qui, contrairement aux buffles des savanes, sont un peu plus tranquilles, mais il faut quand même faire attention.
quand on les approche. Et on peut rencontrer aussi, malheureusement, de plus en plus de braconniers dans la forêt. Et donc, il faut faire attention. Mais en République centrafricaine et aussi à côté au Congo, on a la grande chance de pouvoir approcher de façon très près les gorilles de l'Ouest qui ont été habitués à la présence de l'observateur humain. C'est quelque chose d'unique parce que dans toute l'Afrique, on a vraiment peu de gorilles de l'Ouest habitués qu'on peut observer. En fait, il y a deux espèces de gorilles et les gorilles de l'Ouest sont l'espèce la plus abondante, mais aussi la moins connue entre les deux espèces parce que ils sont très difficiles à être approchés parce que l'habitat est différent, la forêt est plus dense et la forêt des plaines n'aide pas l'habituation de cette espèce. L'autre espèce sont les gorilles de l'Ouest, de l'Est, qui incluent les gorilles de montagne. Et jusqu'à les années 2000, toutes les connaissances qu'on avait sur les gorilles, c'était principalement venues de cette petite population en bleu que vous voyez, qui sont les gorilles de montagne, qui ont été étudiées par la très connue Dian Fossey, qui était la pionnière des gorilles, la pionnière des recherches sur les gorilles et qui a fait connaître les gorilles au monde entier. Et donc, jusqu'à les années 2000, toutes les informations qu'on avait venaient de cette petite population de gorilles de montagne. Mais en effet, l'autre espèce, les gorilles de l'Ouest, vivent dans des forêts des plaines. Et donc, cet habitat est très différent et influence aussi différemment leur comportement. En fait, les gorilles de l'Est ont été beaucoup plus étudiés parce qu'ils sont beaucoup plus simples à être approchés. La pente de la montagne permet de les approcher de façon plus douce et de les effrayer moins quand on les approche parce qu'on peut le voir de loin sous la pente. Ils vivent dans un habitat qui est très stable parce que c'est l'habitat de montagne où il y a peu d'arbres et peu d'arbres à fruits. Donc, la majorité du régime alimentaire est plutôt frugivore pour les gorilles de montagne et les gorilles de l'Est. Les gorilles de l'Ouest, par contre, ils vivent dans une forêt des plaines et donc les approches sont plus difficiles parce que pour les voir, il faut vraiment les approcher de façon très près et donc arriver très près. Et donc, ils ont peur une fois qu'ils voient pour les premières fois, l'observateur humain. La forêt est très saisonnière, la forêt des plaines. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte saisonnalité dans la disponibilité alimentaire, notamment en fruits. Et donc, les gorilles de l'Ouest, j'ai pu mettre en évidence qu'ils sont frugivores saisonnières. Donc, ils changent leur alimentation selon la saison. Mais on va voir tout ça. Et donc, tout ça change leur comportement, les rend très différents des gorilles de montagne. Parce que l'alimentation en fruits peut changer aussi leur comportement social. J'ai dit aussi que l'habituation des gorilles de l'Ouest est très difficile et ça peut prendre plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'au début, les gorilles peuvent être très agressifs vers l'homme qui essaie de les approcher. Donc, il y a une longue phase d'agression de la part surtout du dos argenté au début. Et après, ça peut passer à être une phase agressive qui est plutôt des femelles qui n'acceptent pas notre présence, quand par contre le dos argenté a commencé à l'accepter. Mais une fois qu'une femelle vient à nous charger, le dos argenté vient tout de suite à la supporter, à la aider contre nous, même s'il a déjà compris qu'on n'est pas vraiment dangereux. Et le dos argenté vient contre nous à faire des démonstrations de force. Entre les démonstrations de force qu'il fait, il peut casser la végétation, il peut venir très très près de nous, même à quelques centimètres de notre visage au-dessus de nous, pour nous impressionner. La majorité des cas, des fois, il ne va pas nous toucher, il ne va pas nous mordre, il ne va pas nous frapper. Mais si on reste immobile, si on lui montre qu'on n'a pas peur de lui, si on lui montre qu'on n'échappe pas, on ne bouge pas.
Donc, il faut rester immobile, il ne faut pas bouger. Et il faut être, même si tu as un dos argenté très, très près de toi, en vitesse, en criant, il faut rester comme si rien ne se passe. Cela garantit que 99% du temps, il ne mord pas, il ne tape pas. Si on essaye d'échapper, de fuir, il va tout de suite nous mordre et à nous frapper. Et ces démonstrations de force sont du genre de frappement de poitrine. Il commence à vocaliser et après il peut se frapper la poitrine pour impressionner qui approche la famille de façon très près, trop près. Après cette phase d'agressivité qui peut durer quelques années, on arrive à une phase de tolérance dans laquelle le doigt argenté, les autres individus aussi, nous acceptent dans l'environnement comme un élément neutral de l'environnement. J'ai l'habitude de dire qu'en effet, on n'est pas vraiment des arbres, comme si on est des arbres vraiment neutrales. Mais c'est un peu, on est accepté comme un autre animal dans l'environnement. Ça veut dire que, comme vous voyez là, il passe à côté de moi et il ne regarde même pas comme si c'est normal que je suis là. Mais c'est vrai que si je suis à côté du fruit qu'il veut manger, il peut m'agresser encore, même s'il est très habitué. Parce que le doigt argenté, c'est le chef. Et s'il veut manger le fruit qui est à côté de toi, il peut agresser aussi son fils, il peut le mordre parce qu'il est trop près de son fruit. Donc, il faut toujours respecter la place et l'espace avec ces animaux et surtout avec le doigt argenté. Aujourd'hui, l'habituation a tellement progressé qu'on peut vraiment approcher les gorilles de façon vraiment tranquille et on peut les observer toute la journée. Mes recherches consistent vraiment de prendre chaque individu à rotation du groupe chaque jour et je reste avec cet individu toute la journée pour pouvoir vraiment enregistrer toutes les activités, leur alimentation, les interactions sociales et aussi faire un suivi sanitaire. Donc, ceci m'a vraiment appris à rentrer dans la tête d'un gorille de la matin jusqu'à l'après-midi et de le mieux comprendre parce que comme ça, je sais pourquoi il se comporte d'une façon ou d'une autre. Quand je dis que je prends un individu, je le suis toute la journée, ça veut dire vraiment que je vais partout où il passe, dans la boue, dans les marécages aussi, quand il passe dans des fourmis, dans des tapis de fourmis. Ça sont des fourmis qui piquent comme des guêpes, sont grands comme ça et qui piquent comme des guêpes qui font très mal. Donc, parfois, on voit les gorilles qui passent et qui courent et on est obligé de passer aussi, sinon on va perdre les gorilles. Donc, vraiment, c'est la suivi de l'animal focal, on l'appelle. Ça veut dire que vraiment, on va partout où ils vont. Et ça m'a coûté vraiment beaucoup d'efforts et aussi de santé parce que là, vous imaginez, beaucoup de parasites sont présents dans la boue et dans la forêt. Mais ceci a permis à Dzanga-Sanga de pouvoir ouvrir l'écotourisme des visions des gorilles au monde entier. Donc, ça veut dire qu'il y a le touriste qui vient de différents pays et qui sont disposés à payer $500 pour rester 1 heure de temps avec les gorilles et les observer. L'écotourisme, c'est un outil très important de conservation des gorilles parce que ça nous permet aussi donc d'avoir de l'argent à réinvestir pour la protection des gorilles. En fait, 10% de la revenu du tourisme va directement au gouvernement de la République centrafricaine pour faire comprendre au gouvernement et à la population que la protection des gorilles est importante et que les gorilles sont mieux vivants que morts. Et aussi, donc, 60% de l'argent est utilisé pour payer les salaires des éco-gardes qui font des patrouilles dans toute la forêt pour la protection des gorilles, des chimpanzés, des éléphants, de toute la faune, en fait.
et le reste de l'argent est investi auprès des ONG locales pour le développement de la population locale, pour faire comprendre justement à la population qui vit à côté de la forêt que les gorilles sont une ressource précieuse qui amène de l'argent. L'écotourisme de vision des gorilles est très développé en Afrique de l'Est, chez les gorilles de montagne, dont je vous avais parlé avant, jusqu'à que, surtout en Rwanda et Ouganda, jusqu'à qu'au Rwanda, c'est la deuxième revenu du pays. Bien sûr, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué pour un touriste d'arriver en Afrique centrale, parce que les infrastructures sont un peu plus compliquées et la forêt aussi est un peu plus, on peut dire, dangereuse. Là, par exemple, on peut rencontrer dans la forêt des animaux morts et on a toujours l'alerte que ça peut être Ebola, parce qu'il y a eu beaucoup d'épidémies d'Ebola dans la forêt, à côté de la forêt où on est. Et en fait, quand on rencontre un animal mort dans la forêt, on doit rester à une distance d'au moins 5 mètres pour éviter qu'il y ait une transmission des maladies. Et la forêt chez nous, c'est pas toujours très agréable. Comme vous pouvez voir ici, il y a souvent ces petites abeilles qui ne piquent pas, mais qui vont partout dans les yeux, dans les oreilles, au point que parfois on ne peut même pas observer les gorilles si on n'a pas de moustiquaire de la tête, parce que c'est vraiment difficile et c'est vraiment désagréable. Ça, c'est une des choses que les étudiants, mes étudiants détestent le plus, et aussi les touristes, bien sûr. Et aussi, quand on est dans la forêt, on a beaucoup de problèmes. Si nos chaussures nous abandonnent, on est très loin de la capitale, très loin de tout. Et donc, c'est très difficile comme logistiquement pour un touriste. Mais de toute façon, c'est incroyable d'être dans la forêt avec les gorilles, et c'est incroyable d'être dans la forêt soi-même, parce que, en effet, chaque jour, c'est différent. Un jour, on a une explosion d'abeilles partout. Un jour, on a une explosion de papillons partout. Un jour, on voit des animaux qu'on n'a jamais vus dans notre vie. Ça, c'est le coléoptère plus grand du monde. C'est un coléoptère, ça s'appelle le Goliath. Et il est sous la tête d'un Bayaka, d'un Pygmée Baka, qui se l'est mis sous la tête pour rigoler. Hein. Mais que quand vous l'entendez voler, c'est vraiment comme un hélicoptère. C'est vraiment incroyable, c'est énorme. Ou par exemple, cette chenille-là, on pense que les yeux sont là, mais en fait, les petits yeux sont là-bas, et qui mimiquent d'être un serpent pour n'être pas mangé. Donc, chaque jour, c'est une découverte dans la forêt. Et donc, c'est impressionnant. Mais c'est difficile aussi d'être dans la forêt. On vit dans des tentes ou des cabanes, et on doit accrocher tous nos vêtements, parce qu'il y a plein de colocataires dans la forêt, parce qu'on est chez eux. On est chez les animaux, et donc on doit les accepter comme notre compagnon de la forêt. Ils sont partout, aussi dans les vaisselles. Et donc, on est vraiment en pleine jungle avec eux. Et donc, les gorilles font partie des grands singes, ensemble orang-outans et chimpanzés, qui incluent aussi les bonobos. Mais nous, les primatologues, on dit que aussi l'homme, c'est un grand singe, parce que nous, les grands singes, avec l'homme, on partage la même famille, la famille des hominidés. Mais si les grands singes habitent seulement dans les tropiques, donc gorilles, chimpanzés, bonobos en Afrique tropicale et orang-outans en Asie, l'homme a conquis tout le monde, toute la Terre, et aujourd'hui on compte 7 milliards d'habitants. Donc l'homme a un statut de conservation qui n'est pas préoccupant. Mais par contre, toutes les espèces des grands singes sont en danger d'extinction, donc sont très menacées. Et pourquoi donc c'est important de préserver les grands singes? Parce que
bien sûr, on vient de le dire, ils sont menacés d'extinction, mais pourquoi? Quelles sont les menaces qui pèsent sur les grands singes? Tout d'abord, on a la destruction et la perte de leur habitat. De la part de qui? De l'homme qui coupe les forêts pour plusieurs choses. Un exemple que je tiens à vous montrer par rapport à ça, c'est le coltan, parce qu'on pense que toujours on coupe la forêt en Afrique, c'est très loin de nous, on pense toujours que c'est à cause de la population locale, mais en fait, on coupe la forêt à cause de notre comportement ici, très loin, mais nos comportements ici ont un impact énorme sur la forêt tropicale. Qu'est-ce que c'est le coltan? Le coltan, c'est un minéral qui est extrait dans la forêt tropicale et qui se trouve surtout en Amazonie et en République démocratique du Congo. Et pourquoi on fait des mines, des minières au milieu de la jungle pour l'extraire? Parce qu'il y a une forte demande de ce minéral pour construire les microprocesseurs de nos portables, téléphones portables et des ordinateurs portables. Et donc, à cause de notre grande demande, il y a encore plus de minières, d'extraction de coltan, qui soient légales ou illégales, et qui font aussi de l'exploitation humaine, donc aussi qui concerne à la fois les grands singes qui vivent dans la forêt, mais aussi l'homme qui est aussi mené à travailler dans des mines et parfois aussi des enfants. Donc, on se rend compte là que ce qui se passe très loin, en fait, c'est à cause de nous ici, que quand il y a le nouveau iPhone, on va changer chaque année le modèle parce que c'est plus cool. Mais en fait, toute cette attitude-là a un fort impact sur le gorille et sur la forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour essayer d'améliorer la situation? C'est par exemple d'utiliser des marques qui sont équitables, comme les Fairphone, ou aussi on peut amener nos portables, si vraiment on veut les changer, on peut les amener à recycler. Dans chaque magasin qui vend les portables, il peut vraiment reprendre les portables pour utiliser et recycler les coltan et les microprocesseurs. Donc, comme ça, on pourra aider la population humaine, mais aussi les gorilles qui vivent dans cette forêt. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est la destruction de l'habitat à cause de la cultivation des palmiers à huile. Ça, c'est un exemple qui est très connu ici en France et comme vous savez, c'est surtout en Asie qu'il y a une destruction de la forêt à grande échelle pour pouvoir planter des palmiers à huile pour extraire l'huile des palmes. Mais ce phénomène est en train de se développer beaucoup plus aussi en Afrique et bientôt, ça va être la même chose en Afrique. En Asie, on voit vraiment les orang-outans qui se retrouvent sans forêt, sans rien manger à cause de la transformation de leur habitat. Pourquoi on extrait l'huile de palme? L'huile de palme est utilisée dans l'industrie surtout pour produire des cosmétiques, mais aussi des gâteaux comme gras pour le gâteau, et aussi dans l'industrie des carburants. Donc, il y a une forte demande de notre part, encore une fois, pour ce huile de palme, et donc qui nous amène à la destruction de l'habitat des grands singes, qui sont encore une fois très loin de nous, mais qui donc est très liée, cette destruction, à notre comportement quotidien, je dirais. Une autre menace qui pèse sur les grands singes, c'est le braconnage. Le braconnage direct vers les gorilles. Les gorilles sont, selon les pays d'Afrique, peuvent être utilisés et tués pour différentes raisons. Dans certains pays, il y a aussi la consommation de la viande de gorille, pas comme une viande de tous les jours, mais comme une viande spéciale. Ils font partie aussi des rituels magiques dans certaines traditions culturelles. Mais ce n'est pas vraiment ça qui fait
qui pèsent beaucoup ils ne vont pas tuer les gorilles tous les jours pour faire un rituel magique. Mais l'exportation des viandes des grands singes vers les grandes capitales africaines, par exemple, peut avoir un impact très fort sur la population parce que plusieurs individus sont tués. À travers le braconnage, ils sont saisis aussi des petits enfants et qui sont transportés vers les pays de l'Est, on peut dire, pour être vendus à des zoos privés. Tout ça, c'est bien évidemment illégal, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des trafics illégaux de petits bébés, des chimpanzés, des gorilles qui sont commandés pour des zoos privés. Et aussi, il faut bien penser que pour tuer un petit gorille, il faut tuer tout d'abord son père, sa mère et tous les autres individus qui sont à côté de lui pour le défendre. Donc, c'est vraiment un massacre, vraiment pour obtenir un petit bébé chimpanzé et gorille. Je tiens à vous dire aussi que tous les gorilles, les chimpanzés qui sont présents dans les zoos sont fruits de la reproduction d'individus en captivité. Il n'y a pas de saisie au milieu naturel. Ça a été arrêté depuis longtemps. Mais les gorilles peuvent être victimes de braconnage aussi, qui n'est pas direct vers les gorilles, mais qui est direct vers d'autres animaux. Donc, il y a des câbles dans la forêt qui sont qui sont pour des sangliers des forêts ou pour des antilopes. Il peut rester trappé dans ces câbles et donc peut lui coûter ou le bras ou la main ou la vie. Une autre menace qui pèse sur les grands singes sont aussi des maladies épidémiques comme Ebola. Je vous l'ai mentionné avant. Et en fait, au début des années 2000, il y a eu une grande épidémie d'Ebola qui a tué 90% de la population des gorilles en République du Congo. Et en fait, des études ont montré que les gorilles sont plus sensibles, par exemple, que les chimpanzés à cette maladie. Donc, de maladies épidémiques peuvent vraiment exterminer des populations entières dans certains endroits de l'Afrique. Une autre menace, c'est la transmission des maladies humaines. Donc, de plus en plus, on est en train de réduire réduire l'habitat des grands singes et donc les populations humaines rentrent de plus en plus en contact avec les grands singes. Et ceci pose des problèmes au niveau de transmission des maladies parce qu'on peut transmettre notre maladie aux grands singes qui ont un système immunitaire très similaire au nôtre, mais qui sont très similaires au nôtre, donc il peut attraper nos maladies, mais ils n'ont pas le système immunitaire pour se défendre. C'est un peu l'histoire des Européens qui arrivent en Amérique et qui ont exterminé avec des maladies les Indiens d'Amérique parce qu'ils rentraient en contact avec des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, quand on observe les gorilles, on a le droit on a le devoir, d'être à une distance d'au moins 5-7 mètres pour éviter que nous, on transmette des maladies à eux parce que on peut avoir de petits germes qui ne sont pas pathogènes pour nous, mais qui peuvent faire mourir un gorille. Donc, un simple rhume qu'on peut avoir peut être mortel pour les grands singes parce qu'ils sont très similaires de nous, mais ils n'ont pas les défenses immunitaires pour combattre notre maladie. Donc, il faut faire vraiment attention à cette proximité de l'homme avec les grands singes. Aussi, pas en dernier, mais pas moins important, c'est la menace de fait que la majorité des grands singes vivent dans des pays qui ont une forte instabilité politique. Et pourquoi ça peut mettre en danger les gorilles? Parce que quand il y a une forte instabilité politique, les rebelles ont la tendance à aller se cacher dans la forêt tropicale. Et donc, pour vivre, ils doivent manger et donc ils chassent les animaux de la forêt. Et en fait, moi, je travaille en République centrafricaine qui est malheureusement en guerre civile depuis le 2013.
Et donc, par exemple, on a pu voir vraiment sur le terrain un changement incroyable depuis le début de la guerre, de la présence humaine dans la forêt et de la présence des braconniers dans la forêt. Par exemple, ici, c'est le site des nids du groupe Mayele. Donc, les gorilles, la nuit, font des nids. Après, je vous montre comment ils le font. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on trouve de plus en plus des cartouches à côté des traces des gorilles. Ça, c'est une cartouche d'un fusil qui a été trouvée vraiment dans le site des nids de notre groupe de recherche. Donc, ça veut dire que les braconniers étaient venus pendant la nuit et on ne sait pas si les gorilles les ont entendus, ils ont essayé de les tirer. Cette nuit, rien ne s'est passé. Mais avant la guerre civile, on ne retrouvait jamais les braconniers à côté de groupes de recherche, des groupes de gorilles qui ont suivi. Normalement, la présence de chercheurs à côté de ces animaux permet aussi de les protéger parce que les braconniers évitent les zones qu'ils savent que sont contrôlées par les chercheurs ou par les éco-gardes. Donc ici, c'est juste pour vous montrer comme le gorille peut chaque nuit construire un nid chaque jour dans un endroit différent. Ça, c'est le doigt argenté. Il est en train de plier la végétation pour pouvoir se faire un nid de feuilles ou dormir la nuit. Les gorilles sont nomades, donc chaque jour, ils changent l'endroit où ils dorment. Et même s'ils vont, voilà, il a fait son nid et ils se mettent à dormir. Là, c'est l'autre doigt argenté qui est en train de dormir dans son nid. Et ils changent chaque jour leur nid parce que c'est une question aussi un peu comme on change nos draps chaque semaine pour éviter que les parasites s'installent dans les nids. Donc, chaque jour, ils font des nids, nouveaux nids. Là, c'est le doigt argenté qui dort. Malheureusement, la situation a évolué au point qu'en République centrafricaine, en 2016, j'ai eu aussi un gorille qui était tué à côté de moi. Donc, j'étais avec le doigt argenté, j'étais en train d'observer le doigt argenté et une femelle. Et à 40 mètres de moi, on a entendu un coup de fusil et un gorille qui a crié. Donc, tout de suite, le doigt argenté a couru vers l'endroit où on a entendu le fusil. Et encore, on a entendu un deuxième coup de fusil. Et donc, on a essayé de se cacher dans la forêt pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on avait peur que aussi le doigt argenté était tué. Et finalement, on a trouvé Sousa, qui était un jeune doigt argenté, c'était le fils du doigt argenté Mayele, qui on était en train de regarder, d'observer, qui a été tué par les braconniers. Et ça, ça a été vraiment choquant, parce que c'était la première fois que ce s'est passé, qu'un gorille que nous, on suit en présence, en notre présence, 40 mètres, c'est vraiment rien, a été tué sous nos yeux. Et ça démontre comme la situation de la guerre civile a vraiment empiré la circulation des fusils, la circulation des cartouches, la fabrication des cartouches artisanales. Et donc, depuis, on a de plus en plus de problèmes avec le braconnage. Et probablement sous ça, vu que c'était déjà un grand mâle jeune doigt argenté, il était probablement ou en train de regarder les braconniers à des passages. Il n'avait pas peur de l'homme et donc les braconniers ont été surpris par sa présence. Ils pensaient que c'était un gorille qui allait les attaquer et donc ils ont tué les gorilles, ou les braconniers allaient vraiment chercher les gorilles. Ça, on ne peut pas savoir, mais ça a été vraiment une triste nouvelle, un triste événement, parce que ça montre comme la situation a beaucoup empiré à cause de la guerre civile. Mais pourquoi les grands singes sont si vulnérables? Il y a beaucoup de menaces, mais pourquoi ils sont plus vulnérables que d'autres animaux? Ça, c'est parce qu'en effet, le développement de gorilles et de grands singes en général est très long, comme chez l'homme. Donc, un petit enfant, par exemple, reste sous le dos de la mère pour 10 mois
après la naissance, et c'est seulement après 4 ans qu'il est sévré. Donc, une femelle gorille de l'Ouest peut avoir un petit chaque 4 ans et un orang-outan chaque 8 ans. Si vous pensez qu'une souris peut avoir des petits chaque 2 mois, vous vous rendez compte comme ce taux de développement très lent qui est typique de la famille des hominidés, comme aussi chez nous, chez l'homme, ne permet pas une régénération de la population qui va vite. La population, s'il y a une épidémie d'Ebola qui tue 90% de la population de gorilles va se reprendre très lentement parce que le taux de reproduction est très lent. Et donc ça, c'est une caractéristique qui les rend très vulnérables. Mais si on retourne aux raisons pour lesquelles c'est important de les préserver, donc on a vu que c'est important parce qu'ils sont très menacés de disparition. Mais aussi, les grands singes, comme les gorilles, ont un rôle écologique important dans la dispersion des graines dans la forêt. Donc, comme les grands mammifères, les grands singes, mais aussi les autres grands mammifères comme les éléphants, les buffles de forêt, les antilopes de forêt, ils mangent le fruit, ils ingèrent les graines, et les graines, une fois qu'elles passent à travers l'intestin, deviennent, on dit, actives. Donc, il peut germiner plus rapidement. Et donc, à travers le déplacement de ces animaux, les gorilles peuvent se déplacer aussi 10 km par jour. Il contribue à la dispersion de ces graines et donc à la régénération de la forêt. Et donc, la disparition de ces animaux qui sont clés pour la régénération de la forêt aura un impact énorme sur l'écosystème de la forêt. Et pourquoi nous qui habitons partout, on est concernés par la disparition de la forêt tropicale? Bien sûr, les populations à côté de la forêt qui vivent de la forêt peuvent être concernées, mais pourquoi nous aussi on est concernés? Parce que les forêts tropicales, ensemble aux océans, sont les poumons de la Terre. Donc, nous aussi, on est concernés par la disparition de la forêt parce qu'on aura des implications très fortes au niveau de l'air qu'on respire. Ce sont les poumons de la Terre parce que c'est grâce à la forêt tropicale qu'on régénère l'oxygène qui va être émis dans l'atmosphère. Donc, c'est très important que l'écosystème de la forêt tropicale soit préservé ensemble à ces animaux qui contribuent à cette préservation. Pourquoi préserver les grands singes? Parce qu'ils sont une espèce drapeau. Ça veut dire quoi, une espèce drapeau? Si vous regardez ce petit gorille dans les yeux, vous vous rendez compte du charisme que cette espèce a. Tout le monde, s'il regarde ce petit gorille dans les yeux, est complètement fasciné par ce gorille. Et donc, on l'appelle une espèce drapeau, une espèce qui est capable d'attirer l'attention internationale au point, par exemple, que 2009 a été considérée l'année du gorille. Et donc, qui est capable une espèce qui est tellement charismatique, qui est capable d'attirer sur lui-même beaucoup d'argent, de financement pour sa protection. Et pourquoi ça c'est important? Parce que ces espèces, comme les grands singes, vivent dans un habitat qui est très riche en biodiversité. Et donc, sont des espèces qu'on appelle espèces parapluies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on protège les gorilles ou les grands singes, on peut vraiment protéger tous les autres animaux également charismatiques qui vivent dans la même forêt, mais aussi les animaux qui sont moins charismatiques et qui quand même contribuent à la bonne santé de l'écosystème de la forêt. C'est beaucoup plus simple de demander des financements pour la protection des gorilles que la protection d'un petit serpent qui est pourtant important pour la forêt, comme le gorille. Et on protège pas seulement les animaux qui vivent à côté des gorilles, mais aussi toutes les espèces végétaux qui vivent dans la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'espèce parapluie. Et enfin, une des raisons pour lesquelles c'est important de les préserver, c'est aussi qu'ils sont nos parents proches, sont nos cousins vivants. On comprend beaucoup à partir des fossiles sur l'évolution humaine, sur l'évolution surtout de la physiologie, des mécanismes de l'évolution corporelle, par exemple, mais
il y a certaines choses qu'on ne comprend pas à partir des fossiles. Il y a certaines choses qui ne restent pas dans les fossiles, comme les origines de certains comportements ou comme les capacités cognitives des différents hominides qui étaient pendant l'évolution. Donc ça, c'est très important parce qu'on peut, en fait, en regardant les grands singes, on peut mieux comprendre beaucoup des comportements, des origines des comportements qui ont mené à l'évolution humaine. Et donc, c'est vraiment une fenêtre importante vers notre évolution. Il y a beaucoup de bases cognitives, écologiques communes dans les comportements, dans les différents membres de notre famille des hominidés, donc entre les orang-outans, gorilles, chimpanzés et hommes, on a beaucoup de choses en commun au niveau cognitif. Et donc, c'est à travers les études de ces grands singes qu'on peut mieux comprendre les origines de certains comportements chez l'homme. Et donc, les recherches se sont basées sur beaucoup entre la frontière homme-animal. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de recherches se sont basées sur l'élimination de cette frontière. On essayé vraiment de baisser cette frontière qui était mise entre l'homme et les animaux. Par exemple, avant, on pensait que l'homme était le seul qui avait la conscience de soi-même. Par contre, certaines études ont montré que les grands singes ont une conscience de soi-même. Une autre barrière qui a été franchie était, par exemple, l'opinion que l'homme était le seul qui avait le sens de l'art. Et par contre, on trouve l'art, l'essence de l'art chez les grands singes et aussi chez d'autres animaux. Une des barrières qui est le plus difficile à franchir, c'est la barrière du langage. Est-ce que l'homme est le seul animal qui a la possibilité de parler, d'avoir un langage particulier, un langage articulé? En fait, les études montrent qu'il y a certaines formes de langage chez les primates et certaines formes de proto-langage à partir des études sur les vocalisations des différents primates. Mais aussi, il y a un exemple très connu qui c'est l'apprentissage de la langue des signes, la langue des signes américaine chez différents individus de grands singes. On a Washoe, le chimpanzé, qui a appris le langage des signes, Coco, le gorille de l'Ouest, qui a appris le langage des signes, et Kanzi, qui est le bonobo et qui a appris à parler à partir d'un ordinateur. Et ces individus ont montré que les grands singes ont les capacités cognitives pour acquérir entre 350 000 mots, qui est comparable au vocabulaire d'un enfant de 3 ans. Et donc, qu'ils sont capables d'apprendre un langage et aussi de formuler de nouveaux mots. Par exemple, Coco, le gorille, était capable de formuler, elle connaissait le mot bracelet, et elle a formé le mot bracelet du col pour dire pour parler d'un collier. Donc, ils sont capables de ils semblent être capables de pouvoir former de nouveaux mots et donc de comprendre vraiment le langage des signes. Qu'est-ce qu'on sait sur les gorilles? Les gorilles communiquent de façon verbale, bien sûr, mais aussi de façon avec des gestes. Les gestes plus connus de gorilles, c'est le frappement des poitrines, par exemple, qu'on va voir ici. Ils l'utilisent dans différents contextes. On a la femelle ici qui l'utilise parce qu'elle a peur de nous, c'était pendant l'habituation, donc c'était pour nous effrayer. Là, c'est un subadulte, elle le fait pour jouer avec nous, elle était contente. Là, c'est un autre enfant qui est contente de manger le fruit qu'elle a dans les pieds et dans les mains. Lui, c'est un dos noir qui est en train de jouer, et donc il se frappe la poitrine. Elle, par contre, elle est frustrée qu'elle ne peut pas monter sur l'arbre parce qu'il y a des autres, elle doit attendre que les autres descendent, et donc elle frappe la poitrine parce qu'elle est frustrée.
et enfants, parce qu'elle est la dernière qu'elle peut manger seulement quand tout le monde sont descendus de l'arbre. Et là, on a le petit enfant qui joue dans son nid sous l'arbre et donc qui se frappe la poitrine pour appeler les autres à jouer avec lui. Donc, c'est un geste qui peut signifier beaucoup de choses selon le contexte où l'individu exprime ce comportement. Mais les gorilles ont aussi beaucoup de vocalisation et donc communiquent aussi avec des communications verbales. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'étudier, et surtout les vocalisations alimentaires. Donc, les gorilles font des vocalisations qui ont une structure précise avec des fréquences précises pendant l'alimentation. Et donc, on s'est interrogé sur pourquoi ils font ces alimentations et qu'est-ce qu'il veut dire. Et on a pu voir que ce sont des indications claires de la qualité de la nourriture, mais aussi de la quantité. Donc, ils font plus de vocalisation quand ils mangent des fruits, et quand dans l'arbre, il y a plus de fruits que dans d'autres endroits où il y a moins de fruits. Et donc, c'est grâce à cette vocalisation que les autres individus du groupe peuvent entendre de loin qu'il y a beaucoup de fruits, que cette femelle, par exemple, a découvert un arbre avec beaucoup de fruits, et donc tout le monde va se rassembler au même arbre. Donc, les femelles adultes sont entre les individus qui émettent cette vocalisation le plus fréquemment possible, et donc sont des éléments clés pour maintenir ce mécanisme de cohésion du groupe, qui est fondamental chez les gorilles, la cohésion du groupe. Pourquoi? Parce que dans le groupe de gorilles, des gorilles de l'Ouest, on a un seul dos argenté, donc un seul mâle adulte, qui contrôle l'environnement et qui contrôle s'il y a d'autres mâles dos argentés qui vont attaquer son groupe, et surtout ces femelles avec des enfants dépendants. Pourquoi? Parce que chez les gorilles, il y a l'infanticide, comme chez les lions. Donc, les autres mâles externes au groupe peuvent venir attaquer le groupe pour pouvoir tuer le petit enfant dépendant de la mère, et comme ça, la mère sera libérée, on peut dire, parce qu'elle va sûrement quitter le dos argenté avec qui elle est, parce qu'il a démontré d'être pas capable de défendre son petit. Donc, ces femelles vont quitter, si elles perdent l'enfant, elles vont quitter le groupe pour rejoindre d'autres mâles, et comme ça, c'est un système social qui marche pour pouvoir rendre les femelles réceptives à s'accoupler plus vite en tuant le petit enfant. Donc, le rôle du dos argenté, c'est vraiment de protéger sa famille et de protéger toutes les choses qui peuvent être en danger pour sa famille. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont très agressifs avec nous au début, pendant l'habituation, parce qu'ils veulent protéger sa famille. Donc, c'est les chefs qui protègent les femelles et les enfants. Donc, après le langage, une autre barrière qui a été baissée entre l'homme et l'animal était l'utilisation d'outils. Au début, on disait que c'était seulement l'homme qui utilisait les outils, mais après, on a pu montrer que les grands singes, par exemple, utilisent beaucoup d'outils, comme les chimpanzés utilisent, par exemple, le bâton pour pêcher les fourmis, ou les orang-outans utilisent d'autres outils comme un bâton pour ouvrir des fruits. Et donc, la manipulation des outils a mené aussi, chez les orang-outans et chez les chimpanzés, a mené aussi à décrire beaucoup d'utilisation d'outils chez ces espèces, et donc à décrire une sorte de culture basée sur l'utilisation d'outils et d'autres comportements chez les chimpanzés et les orang-outans. Et donc là, on a aussi baissé une autre frontière, une autre barrière entre l'homme et l'animal, que la culture, on la retrouve pas seulement chez l'homme, mais on la retrouve aussi chez les autres animaux, et notamment chez nos cousins vivants les plus proches, les grands singes. Mais le débat autour de la culture reste toujours vivant, parce qu'il y a certains chercheurs qui étudient différentes formes de culture chez l'homme, par exemple, qui pensent que la culture rend l'homme unique, la variété d'une culture rend l'homme unique par rapport aux autres animaux.
Mais quand, vu qu'on a trouvé la culture chez l'homme, chez les chimpanzés, chez les orang-outans, on se demande donc alors si les gorilles ont une culture aussi. Parce que si on trouve ce trait aussi chez les gorilles, on pourra dire que c'est peut-être un trait commun partagé dans toute la famille des hominidés. Et donc que les origines de notre culture ont eu une évolution précoce avec les ancêtres communs de tous les membres de notre famille. Et donc, ces études sont importantes pour vraiment montrer, pouvoir comprendre si, comme notre culture s'est développée depuis combien de temps. En fait, la culture était décrite principalement chez les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans. Et chez les gorilles, il y a peu d'observations parce que les gorilles, au milieu naturel, utilisent très peu les outils. Les observations d'utilisation d'outils au milieu naturel est très rare. Mais c'est parce que les gorilles ne semblent pas manquer de capacités cognitives pour utiliser les outils, parce qu'ils les utilisent en zoo et dans milieu en captivité. Mais c'est seulement que les gorilles sont les grands singes de plus grande taille. Donc, le doigt argenté peut arriver à 200 kilos. Et donc, ils utilisent de préférence la force pour casser des choses, par exemple les fruits, plus qu'un outil pour arriver à manger des termites, par exemple. Donc, les observations des outils chez les gorilles, notamment les gorilles de l'Ouest, sont très rares et donc les informations sur la culture sont très peu et sont un peu débattues. Mais on s'est pu mettre tous ensemble, les chercheurs sous les gorilles, et on a pu faire une liste de comportements qui n'incluent pas les outils, mais des comportements qui semblent différer d'une population à l'autre, comme par exemple l'utilisation des dents pour monter sur les arbres. Donc, moi, j'étudie depuis longtemps les gorilles de la République centrafricaine, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis allée au Congo à étudier les gorilles du Congo, toujours des gorilles de l'Ouest, j'ai vu que les individus utilisaient les dents pour monter sur les arbres. Ça semble un trait culturel parce que les gorilles de la Centrafrique ne le font pas et les gorilles au Congo, ils le font. Ou par exemple, se baigner dans la rivière, certaines populations le font et certaines populations ne le font pas. Ou par exemple aussi voir des petits enfants comme ça jouer sous le dos du dos argenté pendant le repos. Moi, je n'ai jamais vu ça en République centrafricaine, mais on le voit chez les gorilles de montagne et parfois on voit les enfants plus près du dos argenté aussi chez les gorilles de l'Ouest au Congo. Donc, il y a quand même des comportements qui peuvent penser qu'il y a des traits culturels aussi chez les gorilles. Et donc, la culture, ça peut avoir une origine commune à tous les membres de cette famille des hominidés. Enfin, une autre barrière qui a été érigée, c'était que l'homme, c'est le seul animal qui est capable de se soigner, donc de faire de l'automédication. En effet, les études sur l'automédication ont été très développées chez les chimpanzés, mais avant de parler de ça, on va regarder d'abord l'environnement où les grands singes et les gorilles vivent. Donc, la majorité des primates vivent dans des forêts tropicales où il y a une forte disponibilité, une forte saisonnalité de la disponibilité alimentaire. Donc, ça veut dire que, par exemple, le régime alimentaire du gorille de l'Ouest est très variable. On peut voir ici, il peut passer de manger des feuilles avec des herbes, des graines, des fruits, des chenilles, des fourmis, et vraiment beaucoup de différents types de fruits. En totalité, il mange à peu près 200 types de nourriture différents qui appartiennent à 130 espèces végétaux et animaux et animales. Et les espèces de fruits qu'ils mangent, les types de fruits qu'ils mangent sont vraiment variés, de petits à des fruits qui sont grands comme des ballons de basket. Et ça, c'est intéressant parce que si le doigt argenté trouve ce fruit-là, il peut le manger pour 2 heures et les autres n'ont rien à manger. Donc, il doit vraiment aller chercher quelque chose de différent, mais on sait maintenant qu'il faut maintenir une cohésion du groupe pour éviter des attaques par d'autres mâles.
Donc, tout ça, ça change vraiment la socialité du gorille de l'Ouest par rapport au gorille des montagnes qui mange les plantes herbacées de préférence parce que les fruits ne sont pas disponibles dans leur forêt des montagnes et donc le trouvent partout et donc il y a une cohésion du groupe beaucoup plus élevée. Il y a moins de problèmes de se disperser dans la forêt. Le fruit, on les appelle, on dit que c'est une ressource très élevée, très de haute qualité parce qu'il y a beaucoup de sucre, mais aussi une ressource qu'on appelle monopolisable. Ça veut dire qu'un individu peut arriver à un arbre et monopoliser, peut prendre l'exemple de Macumba, le dos argenté que vous voyez ici, qui arrive, prend son fruit et tous les autres 9 ou 10 membres du groupe doivent attendre que lui, il mange pour pouvoir manger ou aller chercher quelque chose. Donc, les fruits, le régime alimentaire à base des fruits peut changer totalement le système social de gorille parce que ça peut mener aussi à la compétition alimentaire entre les individus, donc à de luttes entre les individus qui vont façonner de façon différente le comportement des gorilles de l'Ouest par rapport aux gorilles de montagne. Et là, je vous montre un exemple de la monopolisation des fruits. Là, on a un jeune gorille, une jeune gorille. Elle est une subadulte. Elle est arrivée à l'arbre et vous voyez, elle a fait du shopping. Elle a pris tous les possibles fruits qu'elle a trouvés à terre, dans les mains et dans les pieds. Mais elle se rend compte que sa mère est en train d'arriver et donc elle échappe avec tout son shopping pour que la mère ne puisse pas le voler le fruit. Ça, c'est la monopolisation des fruits et ça, c'est la compétition dont je vous parlais. Donc, les individus sont menés à avoir une compétition et à cause du fait qu'on peut monopoliser les fruits. Les gorilles de l'Ouest donc, ont un régime alimentaire très varié et ça dépend beaucoup de la saison. Pendant la saison sèche, ils mangent beaucoup de tiges. Donc, pendant la saison sèche, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de fruits dans la forêt et donc ils mangent beaucoup de plantes herbacées. Les grands, les adultes, les doigts argentés, comme vous avez vu, et aussi les petits, ils vont chercher des tiges, des plantes herbacées qui sont typiques d'une forêt secondaire qui est très dense. Vous voyez, ces tiges deviennent tout de suite rouges parce que ça indique en fait que ça indique qu'ils ont un fort contenu en fer et donc en protéines. Donc, ils prennent la majorité des protéines à partir de ces tiges de la forêt. Pendant la saison sèche, ils mangent beaucoup d'autres plantes herbacées. Ça, c'est une autre plante herbacée qu'ils mangent tous les jours. Ensemble à la première et qui est de la famille de gingembre. Et c'est une plante aussi qui a une plante médicinale qui a des propriétés antibactériennes et antiparasitaires. Les gorilles vont aussi dans les salines. Ce qu'on appelle les salines sont des éclairières dans la forêt à chercher les plantes aquatiques qui sont riches en minéraux et qui leur permettent de balancer les besoins minéraux. Ils montent aussi sous les arbres pour aller chercher les jeunes feuilles qui sont riches en protéines et aussi les grands doigts argentés pour monter sous les arbres, même s'il peut peser, il arrive à peser jusqu'à 200 kg. Pendant que quand la saison des pluies commence, il y a de plus en plus de fruits dans la forêt et les gorilles vont chercher beaucoup plus les fruits que les feuilles. Et ça stimule, comme on a vu, des compétitions. La femelle était en train de dire à l'autre, n'approche pas, ces fruits sont à moi. Et il y a les petits-enfants qui montent sous les arbres pour manger les fruits davantage par rapport aux adultes. Et donc, vous voyez la femelle qui se couvre la tête parce qu'il y a les fruits qui tombent sur sa tête. Et dans quelques secondes, ils vont tomber aussi sur moi et donc je baisse la caméra. Mais les gorilles, les fruits sont vraiment leur... voilà, là, c'est tombé sur ma tête. Donc, on a arrêté la vidéo. Les fruits sont vraiment la nourriture préférée par les gorilles de l'Ouest. Donc, cette saisonnalité dans la disponibilité en fruits, qu'ils sont absents pendant la saison sèche et sont présents pendant la saison de pluie, influence fortement les gorilles de l'Ouest dans leur choix alimentaire qui change pendant l'année. On a vu dans l'apport nutritionnel qu'ils ont
selon les différents régimes alimentaires, dans leur déplacement, parce que pendant la saison des fruits, ils marchent beaucoup plus de temps dans la forêt pour aller chercher les arbres en fruits. Et aussi, le rythme d'activité change. Ils passent plus de temps à manger quand il n'y a pas les fruits et ils passent plus de temps à se déplacer quand il y a les fruits. Mais aussi leur santé. On a pu voir que pendant la saison des fruits, ils ont beaucoup plus de maladies et de parasites et d'infections urinaires. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se poser la question s'il existe de l'automédication aussi chez les gorilles. Parce qu'en fait, l'automédication, parce qu'en fait, le choix des plantes n'est pas seulement lié à la nutrition, donc on ne va pas chercher, il semble que les grands singes ne cherchent pas seulement les plantes pour se nourrir, mais aussi en relation de leurs propriétés médicinales. Par exemple, qui peut être des propriétés physiques de la plante, comme de petites feuilles rugueuses, c'est-à-dire qu'ils ont des poils ici, et qui sont ingérés par les chimpanzés entières et qui donc font une action de velcro dans l'intestin pour accrocher les parasites. Et donc, ils ont un effet de purge dans l'intestin et qui sont donc expulsés avec le parasite accroché aux petits poils de la plante. Donc, c'est une action de rémotion des parasites et donc à travers des propriétés physiques de la plante, ou aussi il peut avoir les feuilles, les plantes peuvent avoir des composés qui sont bioactifs, donc qui sont thérapeutiques, s'appelle des composés chimiques secondaires de la plante qui peut être bénéfique si mangé en petite quantité, donc qui peut être antiparasitaire, qui peut avoir une action anti-analgésique selon les différentes plantes. Et donc, les chimpanzés semblent pouvoir utiliser ces propriétés physiques et à la fois physiques, à la fois chimiques de la plante pour se soigner quand ils sont malades. Mais c'est très difficile de pouvoir démontrer ça de façon très claire parce que les animaux, les grands singes et les animaux sauvages en général sont rarement malades. Probablement parce qu'ils font comme les gorilles qui consomment les plantes médicinales tous les jours dans le régime alimentaire. Ça veut dire que quand on a étudié les plantes que les gorilles mangent, on a regardé s'il avait des propriétés médicinales, on a vu que les gorilles de l'Ouest ingéraient beaucoup de ces plantes pendant tous les jours de leur régime alimentaire. Probablement ça les aide à pouvoir se maintenir en bonne santé et aussi faire de la prévention. On a regardé donc s'il y avait certains individus qui étaient les plus observés, si par exemple le dos argenté était observé pendant la consommation des plantes médicinales par les autres membres du groupe pour pouvoir comprendre si l'utilisation des plantes médicinales était liée à un apprentissage qu'on appelle social par les autres individus. Et on n'a pas vu de démonstrateur spécifique chez les gorilles. Donc, il n'y avait pas un démonstrateur, un individu qui était observé plus des autres pendant la consommation des plantes médicinales. Mais quand on a comparé avec les chimpanzés de l'Ouganda étudiés par ma collègue Sabrina Krief, on a trouvé que par contre, chez les chimpanzés, les modèles, donc les plus observés pendant la consommation des plantes médicinales, étaient les adultes avant la sénescence. Donc, les adultes probablement c'était les plus observés parce que sont eux qui ont le savoir pour associer des plantes à certaines maladies ou symptômes, mais avant la sénescence parce qu'ils sont ceux qui sont en bonne santé. Et ça, c'est un peu comme chez l'homme où il y a limitation des individus qui ont de plus grands succès. Chez les gorilles, on voit aussi des comportements particuliers, donc je m'intéresse aussi à mieux comprendre certains comportements, comme par exemple celui de la coprophagie. Ça veut dire quoi? On voyait les gorilles pendant certaines périodes de l'année qui mangeaient leurs propres fesses. Donc, ils attendaient vraiment l'émission de fesses avec impatience pour pouvoir les dévorer littéralement, au point qu'on ne trouvait pas les fesses à terre pour vous regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans. Finalement, on a pu voir qu'il allait chercher de petites graines qui passaient à travers l'intestin et donc il les réingérait à travers l'ingestion des fesses.
il y avait aussi au Congo les femelles qui luttaient entre eux pour arriver à voler le fesses le crotte du dos argenté avant que les autres pourraient le prendre à leur place. Donc, il y avait vraiment une lutte entre les femelles pour manger le crotte du dos argenté. Pourquoi? Parce que le crotte du dos argenté avait le plus de graines, ce graine-là, dans les crottes. Et donc, on a mené une étude et on a pu montrer que le gorille utilise ce comportement comme pour utiliser une espèce de cuisson à travers la deuxième ingestion de l'intestin. Parce que le passage à travers l'intestin de ces graines qu'il ne pourrait pas croquer avant d'être ingéré et passer à travers l'intestin permettent à ces graines de devenir plus mous et donc de pouvoir mâcher et donc de pouvoir extraire plus de nutriments de façon plus facile. Et on a pu voir que ces graines ont un grand contenu en calories parce qu'ils sont très gras et un grand contenu en magnésium qui est important pour les fonctions vitales. Et surtout, il le faisait pendant la période où il n'y avait pas beaucoup de fruits dans la forêt, où il n'y avait pas beaucoup à manger. Donc, c'est comme s'il utilisait la coprophagie pour pouvoir compenser le fait qu'il n'y avait pas beaucoup à manger dans la forêt. Et donc, pendant mes recherches, je me suis posé la question comment les gorilles arrivaient à savoir tout ça. Parce que j'étudiais le comportement, les bases écologiques, mais donc je voulais savoir aussi mieux comprendre leur cognition, leur esprit, leur façon de pouvoir arriver à comprendre tout ça. En fait, j'étais étonnée déjà de voir que les gorilles réagissaient à des individus morts qui rencontraient dans la forêt. Par exemple, un jour, j'étais avec un jeune mâle qu'on appelle le dos noir avant qu'il développe le dos argenté. Et on a rencontré un potamochère, c'est une espèce de sanglier typique de la forêt, qui était mort. Là, vous voyez la photo, il y avait beaucoup de vers, de mouches, donc c'était clairement mort. Le dos noir et les autres jeunes du groupe donc, sont montés sous les arbres à une espèce de cercle autour du corps et ils ont commencé à faire des frappements de poitrine, comme vous l'avez vu avant, de façon exagérée. Ils ont aussi commencé à frapper les mains. Et donc, il y avait vraiment un comportement très particulier, une fréquence très élevée et inhabituelle de frappement de poitrine, de frappement des mains. Et aussi, ils ont commencé à déféquer, donc à faire beaucoup de fesses et d'urine. Donc, il montrait, ça c'est une réaction typique de peur par rapport à vis-à-vis de quelque chose. Et donc, et on ne voit pas ce type de comportement quand il rencontre un potamochère qui est vivant. Et donc, ce type de réaction nous a pu montrer que vraiment, ils ont une reconnaissance de la mort, qu'ils sont capables vraiment de faire une distinction entre les individus qui sont morts et les individus qui sont vivants. Et en fait, on voit des réactions similaires quand il y a un gorille qui est mort. Tous les gorilles se mettent à côté de l'un de l'autre pour observer le corps et sont de façon inhabituelle très très proches l'un de l'autre, comme s'ils sont, on peut dire, un peu tristes de la situation. Et ces capacités cognitives les aident aussi à trouver et rechercher la nourriture dans la forêt. Par exemple, imaginez vous êtes un gorille et vous êtes dans une forêt et il y a un seul arbre à fruits qui est disponible. Donc, imaginez de devoir le chercher parmi tous les arbres de la forêt. Ce n'est pas très facile et il faut vraiment avoir des capacités particulières pour pouvoir se rappeler que dans cette période de l'année, il y a cet arbre-là qui est en fructification. En plus, les gorilles
recherchent les fruits parce que sont de haute qualité, mais sont aussi, comme on dit, sont dispersés, sont une ressource qui est très dispersée et distribuée en patch. Donc, c'est agrégé dans un endroit et on ne la trouve pas partout comme les plantes herbacées des gorilles de montagne. Et donc, leur distribution dans l'espace et dans les temps peut être imprévisible. Mais par contre, c'est très favorable d'aller les chercher parce que c'est, comme on a dit, une nourriture de haute qualité parce qu'il y a un grand contenu en sucre. Et donc, on pense que les gorilles, vu qu'ils sont frugivores, ils doivent avoir une mémoire de la distribution spatio-temporelle des ressources. Donc, ils doivent se rappeler où sont les ressources qui sont disponibles dans cette saison, au début de la saison des pluies, à la fin de la saison des pluies, pour pouvoir marcher de façon efficace et retrouver à manger. Donc, on pense qu'il arrive d'une façon ou l'autre à bien balancer les coûts et bénéfices de leur déplacement. Donc, il arrive bien à les anticiper pour pouvoir s'alimenter de façon efficace. Ce type d'études sont très importantes parce qu'elles nous donnent des informations importantes sur l'évolution des capacités cognitives de nos cousins vivants les plus proches et donc nous font comprendre aussi qu'est-ce que ça peut être passé pendant l'évolution humaine, donc quel type d'adaptation évolutive ont mené vraiment au développement de ces capacités cognitives incroyables qui sont propres de notre espèce. Pour faire ce type d'études, on utilise la carte de notre site d'études. Ici, vous voyez une carte où on a marqué des sentiers, des chemins. Là, c'est notre campement et là sont tous des chemins qui, en réalité, sont des chemins des éléphants qu'on a marqués. On a profité du fait que les éléphants ouvrent des pistes dans la forêt pour pouvoir les marquer, pour pouvoir suivre les gorilles à travers cette carte. On utilise aussi un GPS pour pouvoir enregistrer les déplacements des gorilles. Et moi, je suis encore old style. J'utilise aussi la boussole pour pouvoir comprendre où je suis dans la forêt. Et donc, à travers les GPS, on a pu tracer, mettre sur la carte les tracés des gorilles, les chemins des gorilles que les gorilles ont fait chaque jour. Et on les a analysés pour pouvoir, à travers des logiciels statistiques, pour pouvoir identifier de petits points rouges que vous voyez ici, où les gorilles ont changé de direction. Comme s'ils avaient, par exemple, d'ici à ici, ils voulaient vraiment arriver à ce point-là. Après, ils se sont alimentés à ce point-là et ils ont changé de direction. Et donc, on a voulu regarder si ces points rouges où ils ont changé de direction correspondaient à des ressources particulières. Et on a pu voir qu'en fait, les points rouges, 50% de ce changement de direction, des points rouges, c'était en correspondance des arbres à fruits où les gorilles se sont alimentés, donc comme si les gorilles se déplaçaient avec un but dans leur tête pour pouvoir arriver vraiment chercher les arbres à fruits. Donc, ce type d'étude montre que l'évolution de la cognition des primates, donc nous aussi, ça a été évolué probablement comme une réponse adaptative à l'exploitation de l'habitat qui peut amener à des différentes stratégies comportementales et à différents processus cognitifs qui après ont pu être élargis chez notre espèce. Et donc, ce type d'étude nous montre aussi les différences entre nos cousins, les spécificités de nos cousins vivants par rapport à nous et ce qui a pu mener à notre évolution. Donc, les origines de ce comportement qui se sont après très développés chez l'homme et surtout les grandes capacités cognitives que notre espèce a pu obtenir. Et donc là, je pense que vous vous êtes rendu compte que peut-être on est en train de fermer vraiment une fenêtre unique qu'on a sur nos origines. On a la possibilité d'observer nos cousins vivants
les plus proches et pouvoir mieux comprendre nos origines, les origines de notre culture, de notre médication, de notre utilisation d'outils, de notre langage. Et on est en train de les perdre parce qu'on est en train de détruire leur environnement qu'on partage avec eux et à la place de le partager de façon des façons simples, des façons plus avec paix, on est en train de le détruire et de l'effacer. Et pourtant, les grands singes, les gorilles aussi, surtout, montrent qu'ils ont une certaine flexibilité comportementale qui leur permettent d'avoir une forte résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? Une forte résistance, on peut dire, vis-à-vis des changements de l'environnement. On a vu qu'il peut changer de manger les plantes herbacées aux fruits. Donc, ils ont une forte flexibilité, plasticité comportementale vis-à-vis des changements de l'environnement qui peut être d'origine naturelle, mais aussi d'origine anthropique, comme la destruction de leur habitat. Mais jusqu'à quel point on peut arriver avec cette destruction et jusqu'à quel point ils ont cette forte résilience, on ne peut pas savoir. Et donc, il faut s'arrêter le plus vite possible de les déranger, de les détruire, parce qu'on peut pas, on est arrivé presque à la limite de leur résilience et de leur flexibilité. Et sur ça, je vous remercie de m'avoir écouté et de votre attention. Merci pour votre conférence passionnante. Je pense qu'elle va donner envie à énormément de futurs primatologues d'étudier. J'espère qu'ils auront la possibilité d'étudier ces grands singes parce qu'en fait, on a plein de questions à vous poser au fur et à mesure de ces présentations. Donc, merci beaucoup, Chélie, pour ça. J'avais une question par rapport aux menaces qui pèsent. Vous parliez tout à l'heure justement des maladies humaines qui peuvent être transférées sur ces gorilles et du coup avoir un impact très fort. Est-ce que la pandémie que l'on vit actuellement avec la Covid peut être transmise justement aux gorilles? Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, oui, parce qu'on est très près on est vraiment proche. Et donc, il peut attraper la majorité des maladies qui peuvent affecter nous. Imaginez que aussi les chats, les chiens, les visons sont affectés. Donc, des cousins comme les grands singes, malheureusement, peut être infectés par la COVID-19. Et donc, on a en fait tous les parcs nationaux en Afrique ont fermé. C'est pas possible pour les touristes et aussi pour les chercheurs pour le moment d'aller les étudier pour protéger à la fois bien sûr la population locale, les humains, mais aussi les grands singes. Donc en fait peut-être en 2021 on pourra réaller les étudier, mais pour l'instant on n'a pas les autorisations, les parcs sont vraiment fermés parce que pour éviter la transmission de COVID-19 aux grands singes. Je voudrais savoir, quand vous êtes sur le terrain, combien de temps vous restez en moyenne dans la forêt? Alors, c'est une bonne question parce que ça a changé au fil des années, parce que j'ai commencé à 23 ans pour l'équivalent de votre DOA, on peut dire, et je suis allée pour 1 an. Après, je suis repartie pour ma thèse, le doctorat, la thèse, pour 1 an et demi. Après, je suis repartie encore 1 an pour mon postdoc, et après, maintenant que j'ai une poste comme maître de conférences, donc j'ai trop de responsabilités, je ne peux pas partir pour 1 an et demi, mon travail sera trop en arrière. Donc, malheureusement, maintenant, je peux partir pour 2 mois. Je pars normalement pour 2 mois par an. 1 mois, 2 mois, ça dépend, pour former mes étudiants qui restent par contre plusieurs mois, 6 mois, pour étudier les gorilles. Donc, j'ai fait une formation avec eux de 1 mois, 2, et après, ils restent. Donc, normalement, 2 mois par an maintenant, et dans le passé, la caractéristique de mes recherches, c'est vraiment que j'ai passé de longues durées, de longues périodes. J'ai fait des missions de longue durée de 1 an et demi sur le terrain.
On voit que dans tout votre exposé, on voit que les gorilles et les grands singes sont vraiment très menacés hein, par un certain nombre de choses. Vous pensez que leur avenir est plutôt positif? Est-ce que les choses, bon, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que les choses, vous avez l'impression qu'elles évoluent dans le bon sens par le biais de ces études ou cette extinction est amenée à venir? C'est une question classique, mais très difficile parce que ça dépend, primairement, ça dépend des pays. Parce qu'il y a dans certains pays, la situation est beaucoup améliorée. Par exemple, on prend l'exemple des gorilles de montagne. Il était vraiment, la population était vraiment réduite après Dian Fossey. Mais grâce à Dian Fossey, par exemple, les gorilles de montagne ont eu vraiment une place au niveau international et la protection est vraiment augmentée au point que maintenant la population est tellement augmentée qu'il y a plus de place dans la forêt parce que la forêt au Rwanda est beaucoup plus rétrécée par rapport à la forêt en Afrique centrale, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de champs cultivés, il y a beaucoup d'élevage, chose qu'il n'y a pas en République centrafricaine. Donc, il y a beaucoup moins de forêts. La population a été très protégée et donc, c'était un bon exemple de conservation, comme la conservation pouvait vraiment arriver à faire changer la tendance d'une population qui était en train de diminuer, à la faire augmenter beaucoup plus, à la faire doubler beaucoup plus. Mais de l'autre côté, on a par exemple, j'ai l'exemple de la République centrafricaine, j'ai eu vraiment la chance au début de travailler dans un des forêts qui sont les plus vierges qui restent dans l'Afrique. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de cultivation à côté, il n'y a pas d'élevage en République centrafricaine. Donc, la forêt est très, très vierge, a été un peu exploitée par le bois, pour le bois, mais dans les passés, maintenant, c'est vraiment dans des aires qui sont très contrôlées et pas où on étudie les gorilles. Donc, j'ai vu malheureusement la situation qui est empirée, comme je vous ai dit, à cause de la guerre civile qui a commencé. Avant, on ne rencontrait pas de braconniers, par exemple. Si on voyait une trace d'un pied qui n'était pas le nôtre, on se stressait vraiment beaucoup parce que normalement, on ne rencontrait pas de braconniers. Aujourd'hui, dans un des deux campements où j'étudie les gorilles, le campement qui est le plus près du village, malheureusement, il y a beaucoup plus de traces de braconniers, de braconnage. On entend beaucoup plus de fusils, chose qu'avant, on n'entendait pas. Et donc, je vois que la situation a empiré. Donc, ça dépend des endroits, ça dépend de la situation du pays. Et je vais rester optimiste pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de plus en plus de la part des chercheurs, de la part des gens qui travaillent sur le terrain aussi, pour améliorer leur conservation. Donc, je vais rester optimiste que ça va changer. Ça va les aider, ça va... Parce que la conscience de la préservation des grands singes, des forêts, des animaux en général, est beaucoup plus là par rapport au passé. Donc, je vais espérer que ça va aider la conservation au niveau international aussi. Et nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on peut faire certaines choses pour aider à cette conservation? Bien sûr, on peut toujours faire quelque chose. Déjà, comme je l'ai dit dans mon bon exposé, on peut essayer de changer notre mode de vie qui impacte trop sur l'environnement, qu'il soit l'environnement à côté de nous et qu'il soit l'environnement très loin de nous, mais qui est la maison des grands singes. Donc, on peut essayer de vraiment d'arrêter ce consumisme incroyable qu'on a aujourd'hui. On achète quelque chose et on le jette tout de suite, ou à la place de recycler les choses, à la place de garder les choses. Aujourd'hui, je trouve incroyable que les appareils électriques sont programmés pour se casser après 3 ans. C'est vraiment une tendance qui a un impact très fort
sur l'environnement. Donc, il faut vraiment essayer de recycler le plus possible, de garder nos affaires, nos électroménagers le plus possible. Une fois qu'ils sont cassés, de les recycler. J'ai dit le portable, l'ordinateur portable, d'aller les recycler, mais aussi, ça c'est valide pour tous les autres appareils électriques. Essayer d'acheter le bois, quand on achète quelque chose en bois, d'acheter le bois qui ne vient pas de la forêt tropicale, par exemple. Le papier, la même chose, le papier qui est certifié. Et aussi faire des achats raisonnables aussi au niveau de l'huile de palme, par exemple. Donc, essayer d'acheter des produits qui ne sont pas issus de l'huile de palme. Comme par exemple en France, il y a beaucoup de marques qui sont françaises, qui sont bien pour l'environnement, qui n'utilisent pas l'huile de palme. Donc, il s'agit seulement de lire derrière les ingrédients et choisir les bons produits. Donc, on peut toujours faire de petites actions que tout le monde peut faire pour aider à préserver l'environnement, et l'environnement en général, mais aussi l'environnement de Grand Singe. Merci Chélie pour cet exposé et puis ces différentes questions. On va s'arrêter là, on va arrêter notre visioconférence maintenant. Un grand merci à vous, un grand merci à Centre Sciences, à Marie-Laure pour la partie technique de cette visioconférence. Et puis n'hésitez pas sur les différents sites sur lesquels seront présentées cette visioconférence à poser des questions. On pourra les retransmettre à Chélie. Alors évidemment, elle répondra quand elle pourra, mais un grand merci à vous pour cette très très belle conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de donner une parole au Grand Singe, la partager avec tout le monde. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne continuation et bon courage. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.